OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Justine Lévesque, je suis coordonnatrice puis agente de stage au département d'informatique mathématiques. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion du 9e Midi Gaming sur la thématique de la pertinence des jeux vidéo dans l'enseignement. On a l'exemple ici de l'enseignement de l'histoire. Le Midi Gaming va être sous la forme d'échanges. De discussion. Ça va être animé par Mme Catherine Duquette, qui est professeure chez nous au département des sciences de l'éducation. Je me permets de vous indiquer que la séance est enregistrée. Elle va être rendue accessible par le biais du site web du DIM. Vous recevrez le lien, du moins pour les étudiants du DIM, via courriel lorsque ce sera mis en ligne. Donc, un grand merci aux participants ainsi qu'à nos invités et je laisse la parole à Mme Duquette. D'accord, merci beaucoup, Justine. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce Midi Gaming. Donc, je vais servir en tant qu'animatrice. Moi, je suis professeure en didactique de l'histoire au département des sciences de l'éducation ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et je m'intéresse dans ma pratique à l'utilisation du jeu pour enseigner l'histoire. Mais le focus aujourd'hui sera surtout sur nos deux invités, c'est-à-dire le professeur Marc-André Etier de l'Université de Montréal, dont les travaux de recherche portent justement sur l'utilisation des jeux vidéo pour l'apprentissage de l'histoire, et le professeur Maxime Durand, qui est un historien en résidence chez Ubisoft. C'est bien ça, Maxime, que c'est excellent. Donc, c'est ça. Et Maxime travaille, entre autres, son intérêt est également là, sur la conception, la production et la réflexion entourant les jeux vidéo à caractère historique. Donc, suite de cette brève présentation, la façon qu'on va procéder, c'est que c'est vraiment une discussion, c'est-à-dire que j'ai quelques questions pour nos deux invités et je vais les laisser répondre. Pour tous les participants là, qui veulent nous poser des questions, je vous inviterai à utiliser le chat afin de ne pas perdre ses idées. Et on va surtout y revenir à la fin pour ne pas briser là, le rythme de notre conversation. Donc, moi, sans plus attendre, je vais juste débuter notre discussion, puis là, Marc-André ou Maxime, ce sera un des deux à répondre à cette question. On aimerait vous apprendre, on aimerait en connaître un peu plus de votre parcours, de comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'univers du jeu vidéo. Donc, juste peut-être nous parler de votre parcours, vos intérêts, etc. Donc, Marc-André ou Maxime, je vous laisse la parole. Je vais laisser la seniorité à Marc-André pour débuter. Bon, je vais le prendre comme un compliment. Merci Maxime, merci de nous avoir invités. Puis, je suis content de voir qu'autant de gens sont attirés par la didactique de l'histoire ou peut-être par les jeux vidéo, en tout cas, on verra. Ou les deux, tiens. Non, blague à part, oui, comme la Catherine l'a dit, je suis prof de didactique de l'histoire à l'Université de Montréal. Puis ce qui m'a amené aux jeux vidéo, tout d'abord, c'est un parcours très, très banal qui est très loin des jeux vidéo. Je m'intéresse à l'histoire, j'ai fait de l'histoire, bac, maîtrise, etc. Puis je suis devenu prof de didactique de l'histoire. Mais avant ça, j'avais enseigné au secondaire. Et c'est là puis là, on parle de l'autre millénaire. Donc, avant l'an 2000, il y avait des étudiants déjà qui jouaient à des jeux vidéo, en effet. Et certains étaient en histoire, ces jeux vidéo-là, puis ils m'en parlaient, puis ils aimaient ça. Je me suis rendu compte donc que ça avait beaucoup d'importance parce que moi, je ne m'intéressais pas, puis c'est toujours le cas. Comme joueur, je ne m'intéresse pas du tout, je ne suis pas un joueur. Mais je trouve ça très intéressant comme phénomène, puis c'était la preuve dans ce temps-là de l'intérêt que ça avait, puis ça n'avait vraiment rien à voir avec ce qui existe maintenant, et pourtant, ça les intéressait quand même. Des élèves qui me posaient des questions sur les Hittites, par exemple, ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de jeux vidéo. Donc, je me suis posé des questions là-dessus, j'ai commencé à avoir travaillé là-dessus, mais je n'ai rien fait avant d'avoir de mes propres étudiants en doctorat qui, eux, ont commencé à travailler, de maîtrise doctorat, ont commencé à travailler là-dessus, ou à vouloir travailler là-dessus. Jean-François, Frédéric et puis Alexandre, mes étudiants qui ont travaillé là-dessus. Alexandre G. Lavoie a fait son doc qui a déposé il n'y a pas longtemps, qui a obtenu sur les jeux vidéo, sur Assassin's Creed dans son cas. Puis ça m'a permis d'apprendre des choses grâce à eux. Je me suis rendu compte de l'importance que ça avait encore plus. J'ai pu voir aussi à quoi ça ressemblait. J'ai pu être impressionné par la beauté des décors, par tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais aussi, j'avais des questions parce qu'il y a des problèmes associés à ça, il y a des difficultés. Puis j'en parlerai tantôt, mais c'est ce qui m'a amené à vous parler aujourd'hui de jeux vidéo avec Maxime. Une dernière chose, c'est vrai.
Alexandre, c'est lui qui m'a fait connaître Maxime parce que donc mon étudiant voulait analyser le jeu vidéo, puis c'est lui qui fait toutes les démarches pour m'amener vers Maxime, ce qui est fantastique. Donc, je le remercie, même s'il n'est pas là. Ouais, une bonne pensée pour lui. Puis je vais peut-être en profiter aussi pour mentionner que c'est un peu l'inspiration de cette conférence-ci aussi, c'est que cet intérêt-là, ça a mené à la publication de certains ouvrages, dont l'an dernier, l'ouvrage sur des entrevues qui ont été faites avec des historiens qui ont consulté sur la série de jeux vidéo. Donc, puis moi, j'ai trouvé ça fascinant, là, autant comme interviewé, mais aussi comme d'apprendre beaucoup sur les consultants de l'externe, les historiens qui ont participé à ces projets-là, parce qu'il y en a certains avec lesquels je n'avais jamais travaillé, qui sont arrivés chez Ubisoft avant moi. Ben là, voilà, le jeu et l'histoire. Donc, merci énormément, Justine. Merci, Catherine, pour l'invitation et l'opportunité. Je suis donc historien de formation à l'Université de Montréal. Je n'ai donc jamais eu Marc-André comme enseignant parce que je n'ai pas étudié en didactique ou en enseignement. Plutôt, moi, c'est vraiment la recherche fondamentale qui m'intéressait à l'époque. Puis en termes de parcours, les jeux vidéo, moi, je me suis intéressé comme joueur. J'ai grandi avec comme beaucoup de personnes. Puis les jeux vidéo historiques, ça m'avait toujours intéressé comme les films et les autres médiums. Ce qui m'avait amené pendant mon parcours scolaire à travailler en musée, à travailler comme guide historique également. C'était la diffusion de l'histoire en ce qui me concernait qui m'intéressait beaucoup. Donc, comment la rendre accessible au public. Et puis, après mes études, donc en 2010, j'ai joint Ubisoft Montréal comme consultant historien sur la production de jeux vidéo. Donc, l'idée, ce n'était pas d'être un spécialiste comme un professeur d'université qui va donner son avis de temps en temps pour une production de jeux vidéo ou qui va faire une révision des projets. L'idée d'avoir un historien en résidence chez Ubisoft qui donc démarré en 2010 et qui se poursuit aujourd'hui avec d'autres personnes, c'est de pouvoir être une ressource utile à la production en temps réel. Donc, pouvoir faire de la recherche, inspirer les équipes, répondre à leurs questions, puis également agir comme chien de garde en général. C'est dans ce cadre-là, moi, que je me suis intéressé beaucoup à la question de comment on pourrait utiliser les jeux de la série Assassin's Creed pour être utilisés en classe. Et puis donc, ça fait depuis 2014 principalement que je suis un peu plus un parcours didactique par rapport à l'utilisation d'Assassin's Creed et de la franchise en éducation. Donc, très, très content d'être là pour en parler aussi. Excellent, merci beaucoup. Donc, on voit que vous avez quand même des expériences qui sont complémentaires, puis je pense que c'est ça qui va être intéressant dans notre discussion, d'avoir ces deux pôles, autant sur l'utilisation en classe que tout ce qui vient un peu avant, là, la création, la conception de ces jeux vidéo. Puis d'ailleurs, Maxime, je sais que tu es impliqué beaucoup là, dans la réflexion derrière les Discovery Tours. Donc, je me demandais si tu peux nous en parler un petit peu plus longuement, surtout pour voir un peu c'est quoi leur genèse, comment est-ce qu'ils sont nés, aussi qu'est-ce qu'il y a derrière leur conception, comment on parvient à un Discovery Tour. Puis, il y a aussi l'autre chose que j'aimerais que tu adresses, ce serait peut-être de se dire, parce qu'on sait, par exemple, tout le monde n'a pas une PS5 ou c'est donc dans un concept, en sachant qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce que vous réfléchissez à ça, genre peut-être, est-ce qu'on doit réduire la résolution, peut-être des petits éléments un peu plus techniques, hein? Bien déjà, je pense que ça naît de la passion. Qu'est-ce que c'est les Discovery Tours? C'est un projet dans lequel il y a eu une réflexion de la part de membres des équipes de la série Assassin's Creed à se demander comment on pourrait faire pour rendre les jeux Assassin's Creed, rendre les jeux des univers Assassin's Creed plus accessibles pour d'autres usages que le divertissement pur. Puis ce qu'on avait en tête quand on a démarré le projet, puis qui reste quand même notre ligne directrice aujourd'hui, c'est d'être accessible au plus grand auditoire, donc que ce soit en enseignement dans les classes, puis là, on parle quand même de niveaux et de régions mondiales qui sont très différentes, que ce soit par exemple au secondaire au Québec, au lycée en France, mais en Allemagne ou au Brésil, tout est très différent. L'âge des apprenants est très différent également. On voulait que ce soit un produit par lequel les musées pourraient penser à amener le produit dans leurs expositions, dans leurs expériences, parce qu'il y avait vraiment un appétit pour les musées de créer des expériences plus immersives dans lesquelles les artefacts sont contextualisés, par exemple, ou qui engagent les visiteurs de différents âges et de différents intérêts à pouvoir s'engager avec l'histoire de façon conjointe avec les artefacts et les apprentissages des musées. Puis on voulait aussi que ce soit un outil qui puisse être utilisé dans les familles. Donc, des parents puissent utiliser une formule du jeu Assassin's Creed qui ne serait pas classée 18 ans et plus,
Donc, évidemment, mais tout ça, ça amène des contraintes. Ça amène des contraintes de contenu, de format également, de durée aussi. Puis c'est vraiment ça, Descriptor, c'est d'avoir essayé à l'intérieur d'Ubisoft, réutiliser, de se réapproprier les univers de jeux d'Ubisoft. Donc, par exemple, on a fait un jeu sur l'Égypte ancienne qui se passe au temps de Cléopâtre. Bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants en termes historiques. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ne nous intéressaient pas, donc le combat, la violence, la durée du jeu qui est beaucoup trop longue pour pouvoir être utilisée dans une expérience scolaire, par exemple, ou même à la maison. Souvent, c'est un peu trop long. Donc, ça, c'est vraiment le grand défi là, d'arriver à créer une nouvelle formule qui est une réutilisation, une réappropriation de ce qu'on a comme technologie dans Assassin's Creed. Et puis, pour répondre à la dernière question sur le format, c'est vrai que sur la PS5, c'est encore plus difficile, même d'en avoir une, d'avoir la console elle-même. Mais pour amener le Discovery Tour dans les classes, c'est un défi quand même. Donc, nous, on part d'un jeu qui est un jeu AAA, des jeux qui sont très, très demandants en termes de puissance de console. Et qui sortent sur les dernières générations. Et puis, on essaie de le réadapter pour qu'on puisse le rendre un peu plus accessible, mais on ne veut pas trahir la qualité visuelle des environnements. Puis aussi, il y a un enjeu de performance des jeux là, qui demande quand même une grande mémoire vive, donc au niveau technologique. Et puis, on n'a pas la capacité réellement d'abaisser ces critères-là pour aller chercher, par exemple, des appareils comme des Chromebooks dans les classes. Donc, on essaie de trouver un point commun, mais ce n'est pas évident. Donc, on a fait des versions autonomes pour les écoles. Puis, on est également en processus de faire des versions autonomes, par exemple, sur des services de plateforme en ligne comme Google Stadia et Amazon Luna, qui permettraient à des écoles d'utiliser seulement un furteur et puis une connexion Internet. Donc, c'est un processus, mais ça prend du temps. Donc, c'est le genre d'exemple par lequel on essaie d'être un outil qui est accessible. Excellent, merci beaucoup. Oui, donc on voit, c'est intéressant que ça a quand même parti d'une demande muséale pour être un petit peu plus multimodal dans leur façon de présenter les artefacts, de rejoindre le plus grand public. Puis là, tout d'un coup, ça a comme aussi découlé dans des besoins familiaux, mais tout d'un coup, l'école aussi s'invite à la table pour l'utilisation de ce genre de jeu, là, de Discovery Tour. Et ça m'amène directement vers Marc-André, à savoir, maintenant qu'on a la possibilité, là, on s'entend que les Discovery Tours, c'est un parmi tant d'autres. On parlera de Minecraft. Il y a, des fois, je pense même qu'il y avait Civilisation à un certain moment donné là, qui était quand même en réflexion sur une utilisation peut-être un peu plus scolaire. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un jeu peut être employé à l'école? Donc, est-ce qu'il y a des critères à respecter? Puis, en particulier, les Discovery Tours, est-ce que c'est quelque chose que l'école devrait utiliser? Est-ce que c'est bénéfique pour l'apprentissage de l'histoire? Oui, c'est des bonnes questions. Tout d'abord, tu as raison, il n'y a évidemment pas qu'Assassin's Creed et Maxime le sait lui-même. Tu as parlé de Minecraft, tu as parlé de Civilisation. Ce sont en effet des jeux pour lesquels il y a plus de recherches pour l'instant, d'ailleurs, qui ont été menées à travers le monde. Ça fait plus longtemps aussi, sans doute, ça peut jouer. Mais quand je donnais des exemples tantôt d'élèves du secondaire qui nous parlaient des Hittites, je pense que c'était Hittites, c'était avec Civilisation à l'époque qu'ils jouaient. Donc, il n'y a pas que ce jeu-là. Ce qui fait qu'on s'en sert ou pas, il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi des craintes qu'ont les enseignants par rapport aux jeux qui font qu'on ne s'en sert pas. Des fois, elles sont fondées. Donc, si ça, c'est pas là, ou s'il y a ces problèmes-là, c'est normal qu'on ne s'en serve pas. Par exemple, toutes les questions liées tantôt, Maxime en a parlé, mais des contraintes techniques, le parc informatique dont on dispose, le nombre d'ordinateurs, mais leur qualité aussi, leur capacité de faire des choses, tout ça, ça va jouer comme de raison. Mais ce n'est pas surtout ça qui dérange les profs, c'est plutôt le fait que il y a des contraintes liées à l'apprentissage. C'est ça qui fait qu'on peut ou non décider qu'on va le faire. Mais avant même de répondre à ta question, je te dirais que le plus gros danger qu'il y a quand on se sert des jeux vidéo en classe, c'est en didactique qu'on appelle l'effet PEPI. C'est-à-dire qu'on prend plus de temps pour apprendre l'objet, l'instrument, que pour apprendre ce qu'on veut apprendre. On passe plus de temps à travailler sur comment se servir de la machine plutôt que de servir d'apprendre ce que la machine devrait nous aider à apprendre. En maths, par exemple, le rapporteur d'angle qui prend plus d'importance que les angles eux-mêmes, ou l'ordinateur puis le tableau vert interactif, pour sa couleur interactive, qui prend plus de temps à apprendre aux élèves que de comprendre les angles, ça, c'est pas un bon exemple. Toutefois, des fois, ça peut valoir la peine, puis c'est là qu'on se le demande.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devrait choisir ou pas un jeu vidéo? J'en viens à ta question, finalement. Est-ce que, quels sont nos objectifs d'abord? C'est ce qu'on doit se demander. Qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? Par exemple, je me mets tantôt Frédéric, qui est l'un de mes étudiants, il a fait une recherche avec ses élèves. Il se demandait comment faire pour que les élèves apprennent à être critiques par rapport aux jeux vidéo, à réfléchir par rapport à leur contenu, à leurs valeurs, aux débats qu'ils suscitent, parce qu'il y avait, c'était Unity dans ce temps-là, donc un opus d'Assassin's Creed qui se passe en France à l'époque de la Révolution française. Il y avait un débat sur la Révolution française, et je ne me souviens pas du titre, c'est peut-être pas Unity, mais en tout cas, il y avait un débat sur la Révolution française. Et les élèves, donc, voyaient ça dans les journaux ou sur YouTube, des présidentiels, des candidats français à la présidence qui se chicanaient entre eux pour savoir s'il y avait eu un complot mondial anti-français, anti-révolution pour faire ce jeu vidéo-là. Et donc, ils posaient des questions, puis ils les amenaient à réfléchir là-dessus en travaillant sur les sources, des sources qui étaient adaptées pour eux, donc des textes d'époque, sur l'historiographie, sur les débats. Alors, son but, c'était quoi? C'était pas qu'ils apprennent tout sur l'histoire de la Révolution française, ni sur l'histoire en général, mais qu'ils apprennent à se poser des questions sur un objet très spécifique. Puis, il s'en est servi pour ça, et ça a bien marché. Donc, selon le but que l'on poursuit, bon, on choisit les meilleurs moyens. Et le jeu vidéo peut en être un. Alors, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si c'est un contenu notionnel qui est associé au programme, évidemment, il faut que le jeu en parle, bien sûr. Si on veut que les élèves apprennent à répéter des choses ou à apprendre des choses par cœur ou à retenir des choses, peut-être qu'on peut avoir une forme d'enseignement plus efficace avec autre chose que le jeu vidéo. Peut-être qu'on peut aller plus vite avec juste une liste à apprendre par cœur. Si on veut être plus dans l'expérientiel, le jeu vidéo a sans doute des chances de nous aider à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Si on veut que les élèves voient et s'imaginent à quoi ressemblait l'époque, un film peut être très intéressant, mais le jeu vidéo aussi, dans le cas d'Assassin's Creed, peut être très, très utile. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qui nous intéresse pour bien choisir le jeu vidéo. Puis c'est ça. Tu décides ce que tu veux faire, puis tu choisis le meilleur moyen. Dans certains cas, ça peut ne pas être le jeu vidéo, puis dans d'autres, ça peut l'être. Mais les cas que j'ai en tête, où c'était des bons exemples, c'est parce que justement, les gens avaient pensé comme il faut à ce qu'ils voulaient faire. C'était d'abord ça. Si tu pars en disant je vais me servir d'un jeu vidéo pour que les élèves aient du plaisir parce que le jeu vidéo, c'est le fun, tu passes peut-être à côté de quelque chose d'important. Peut-être que tu vas te tromper et rentrer dans le mur. Parce que le jeu vidéo, c'est intéressant maintenant, mais peut-être que dans quelques temps, ça sera plus intéressant. Si tu es habitué à faire ça, ça va arriver que les élèves ne seront plus intéressés. Minecraft, pour l'instant, ça marche fort. Mais peut-être dans 5 ans, ça ne marchera plus du tout. Tout comme quand moi j'étais enfant, les rétroprojecteurs étaient tout un événement dans une classe. Maintenant, on ne sait même plus ce que c'est, mais c'est sûr que ça énerverait personne. Donc, il y a des choses comme ça qui vieillissent. Alors, il faut y penser. C'est ma réponse, en gros, là. Donc, c'est ça, je pense que en étant en éducation aussi, là, je peux voir où tu viens. Donc, nous, on prend pas on dit on veut utiliser un jeu vidéo, on dit on a ça à enseigner, on veut que les élèves apprennent ces contenus. Et donc, on voit que le jeu vidéo serait peut-être un moyen, une façon de faire qui serait avantageuse pour atteindre notre but principal. Mais si jamais on utilise le jeu vidéo juste pour le plaisir, il y a comme une réflexion derrière la réflexion pédagogique. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que comme le jeu doit quand même répondre aux besoins pédagogiques des enseignants. Un de ces besoins-là, souvent, c'est le fait que le jeu doit être quand même représentatif, assez véridique dans sa façon de représenter le passé, l'histoire, ou du moins, s'il ne l'est pas, que les élèves aient suffisamment d'informations pour être en mesure de trouver là où peut-être il y a eu certaines libertés qui ont été prises. Mais au niveau de la conception, qu'est-ce qu'on pourrait se poser la question, c'est en sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, Maxime, t'en parlais déjà là, au point de vue là, juste de la qualité, du fait que ça a une demande importante là, en mémoire, etc., en puissance informatique. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme historien, par rapport à ces contraintes? Est-ce qu'on est vraiment capable de représenter le passé avec une très grande exactitude ou est-ce que lorsqu'il nous manque des sources, parce qu'on sait que l'histoire, c'est parcellaire, comment est-ce que vous faites pour jouer avec ça? Les jeux vidéo, c'est rarement une représentation fidèle du passé pour deux bonnes ou mauvaises raisons, là. La première étant qu'on ne sait pas tout en histoire. Et si on essayait de reproduire seulement ce que l'on sait, ce qu'on fait en sciences d'habitude, bien, évidemment, on ne pourrait pas faire un jeu vidéo qui est complet. On ne pourrait pas avoir quelque chose qui est complet, ni même qui est crédible, parce qu'on s'engagerait seulement dans les avenues certaines, et puis elles ne sont pas très nombreuses par rapport à une représentation complète. Ensuite, dans les jeux, souvent, il y a quand même un parti pris qui est un parti pris artistique. Il y a une grande liberté qui est prise par la plupart des compagnies de jeux vidéo.
à plus ou moins de degrés. Là. Il y a des jeux qui vont essayer de s'approcher un peu plus d'un réalisme historique. D'autres, ils vont donner une apparence de réalisme avec très peu de profondeur dans la thématique qui est soulevée. Là. Et puis, ce qui motive les équipes souvent, c'est d'essayer c'est d'avoir un jeu qui est accessible pour beaucoup. Et souvent, l'histoire est quand même un peu un prétexte pour donner de la matière, pour donner de la profondeur à un jeu. Donc, je pense à la série Assassin's Creed, il y a vraiment dans la série elle-même, il y a les meilleurs et les pires exemples en termes de représentation historique. Dans les meilleurs, souvent dans les représentations visuelles, on va retrouver des lieux qui sont assez fidèles à la connaissance en archéologie. Je pense à ce qui a été fait dans certaines villes comme Jorvik dans le dernier Assassin's Creed Valhalla. Je pense à l'Acropole d'Athènes, qui a été également faite dans Assassin's Creed Odyssey. Donc, on est assez fidèles. On parle de couleurs, de proportions qui sont assez fidèles en général. Mais il y a plein d'autres éléments qui, eux, ne sont pas historiques. Par exemple, la présentation, la quantité de gardes qui sont présents à un endroit ou à un autre. Et ce sont souvent des choix qui sont pris en fonction de liberté créative pour favoriser le système de jeu plutôt que de favoriser la représentation de l'histoire. Alors, comment on fait pour essayer de balancer tout ça? Puis en sachant que les élèves, les apprenants, eux, ne sont pas toujours très critiques par rapport à ce qu'ils voient. Dans les Discovery Tours, on essaie d'expliquer certains des choix qui sont faits par l'équipe. On essaie de montrer les sources, puis on essaie également d'en apprendre un peu plus sur justement les enjeux du jeu vidéo. Donc, ça passe par les systèmes de tours, ça passe par la démonstration d'artefacts, de sources d'époque qui ont inspiré l'équipe et qui servent aussi à parler d'histoire. Ça passe également par des capsules qui expliquent le développement de jeux vidéo puis les différents enjeux aussi. Donc, on essaie quand même d'être un peu plus transparent à ce niveau-là, même si ce n'est pas parfait. Il y a une volonté dans ce sens-là. J'étais sur mute, pardon. Pas de souci. Mais je me demandais, parce que, en sachant que c'est normal, on sait que l'histoire, c'est parcellaire, surtout plus on recule, plus on est dans l'archéologie, on ne connaît pas tout, comme tu disais si bien. Est-ce que vous recevez des fois des critiques de personnes là, qui sont pas nécessairement heureuses des choix qui ont été faits ou qui vous proposent d'autres façons de faire? Puis comment est-ce que vous les gérez? Mais déjà, il faut savoir comment les critiques se rendent jusqu'à nous. Est-ce que j'utilise des bons canaux de communication ou est-ce que c'est juste de la ventilation qui est faite gratuitement, comme c'est souvent le cas? Donc, ça ne sera pas nécessairement à nous. Je pense qu'il y a des critiques qui sont bien fondées quand les gens ont les bonnes connaissances. Puis parfois, il y a beaucoup de critiques qui sont faites dans l'ignorance. Marc-André parlait d'un peu plus tôt de la série du jeu Assassin's Creed Unity qui était fait sur la Révolution française. Quand le jeu est sorti, j'ai vu des critiques sortir dans les médias par des gens qui prenaient une figure d'autorité pour faire de la critique au niveau médiatique, mais qui n'avaient pas du tout la profondeur pour pouvoir le faire et qui n'avaient absolument pas la vérité dans le message. Donc, le jeu, il y a beaucoup d'anachronismes, il y a beaucoup de mensonges qui est fait dans le jeu, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi des critiques qui ne sont pas fondées. Par contre, il y a des critiques qui sont fondées, et là, ce sont des critiques qui sont intéressantes, mais règle générale, plus on va vers le niveau universitaire, dans les gens qui ont la connaissance d'un sujet, plus je dirais, ça reste en superficie. Donc, par exemple, prenons l'Université Oxford, ils ont fait une série de vidéos avec des spécialistes sur justement Assassin's Creed Odyssey en Grèce antique. Ils ont pris des spécialistes de chacun des sujets qu'ils voulaient traiter, la bioarchéologie, les monuments. Et puis souvent, les premiers commentaires sont assez clairs. Par exemple, les proportions ici ne sont pas correctes ou la voie a été pavée alors qu'elle aurait été en terre battue. Mais souvent, moi, ce que je remarque dans ce genre de vidéos-là, c'est que par la suite, les spécialistes vont se concentrer sur les autres aspects qui sont des aspects, ils vont se dire, ici, ils ont mis des offrandes votives près d'un autel. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va penser à le faire. Il y a des gens qui sont en train de faire des actions qui nous donnent une représentation de sacrifices, par exemple, qui sont liés à l'autel. Donc, ça crée quand même une conception du passé qui est intéressante. Même si elle n'est pas vraie, elle est quand même un peu plus complète. Donc là, évidemment, j'ai pris un exemple positif, mais il y a des exemples parfois qui sont plus constructifs. Et puis, quand ça se rend nous, on essaie d'en tenir compte, mais on ne peut pas toujours modifier parce qu'encore une fois, ça va être l'équilibre entre la jouabilité, entre le désir du jeu et puis les commentaires qu'on reçoit. Et aussi, on ne modifie pas les jeux passés. On peut juste réfléchir à ce qu'on peut faire de différent dans le futur. Donc, mais pour moi, le dialogue est vraiment très, très intéressant et il est sain, mais il faut que les commentaires se rendent jusqu'à nous. On ne peut pas juste éplucher le déversement de haine qu'il peut y avoir sur les médias sociaux. C'est malheureusement pas très instructif. Là.
Non, en effet, c'est pas toujours constructif, au contraire, hein. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu montres qu'il y a vraiment toujours une espèce de tension entre la jouabilité et un peu l'exactitude, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder un bel équilibre, là, pour que le jeu reste en soi intéressant. Puis ça, je vais le ramener à Marc-André parce que comme on voit que le jeu, ben, sa première fonction n'est pas nécessairement uniquement pédagogique, hein, il y a un côté très ludique qui est associé au jeu. Euh, Moi, je me demande, au niveau de l'enseignement à partir du jeu vidéo, comment est-ce que les enseignants, comment tes recherches montrent comment les enseignants l'utilisent? Est-ce qu'il y a c'est une bonne façon de l'utiliser? Est-ce qu'au contraire, il y a des dérives qui sont possibles? Puis, en ce sens, est-ce que les enseignants, est-ce qu'ils sont plutôt favorables à l'utilisation d'un jeu vidéo? Ou au contraire, là, tu sens qu'ils sont excessivement frileux, puis pour eux, jouer, c'est pas nécessairement apprendre, hein? Oui, ben, encore des bonnes questions. Écoute, il y a une grande diversité parmi les enseignants. Tous ne sont pas du même point de vue, du même avis, je veux dire. Il y en a qui énoncent le fait que si on amène en classe un jeu vidéo, ben, il y a des désavantages qui sont liés au fait d'abord et avant tout que c'est des objets de consommation et qu'on rend légitime une consommation, que les parents vont être pris avec le fait que les enfants vont vouloir encore plus avoir des consoles de jeux, puis certains jeux vidéo, dont certains sont violents, etc. Éventuellement, même si on prend des goûts, ils ne le sont pas. Donc, qu'on encourage, on est un peu comme un cheval de Troie ou qu'on fait un pacte faustien avec le diable, puis qu'on amène dans les maisons des choses qui ne seraient pas. Bon, évidemment, on sait qu'il y a des jeux vidéo dans les maisons déjà, mais c'est légitime, tout comme quand on dit amener votre téléphone cellulaire en classe pour jouer, ben c'est vrai qu'il y a des parents qui voudraient que leurs enfants n'en aient pas et donc il y a un enjeu, il ne faut pas le cacher. Mais la vraie affaire, à mon avis, c'est d'abord que faut se dire, ils jouent déjà les jeux. Ces jeux vidéo-là sont déjà utilisés par les élèves, donc si on n'en tient pas compte, on se met un peu la tête dans le sable. Les élèves vont avoir des représentations sociales du passé mal fondées dans certains cas parce que les jeux vidéo auront, dans certains cas, Maxime l'a dit tantôt, colporté des choses fausses. Des fois, c'est du détail, mais des fois, c'est des choses importantes. C'est des rapports entre humains qui sont les plus importants et qu'on ne voit pas la plupart du temps. Quand on regarde un film où il y a des anachronismes, souvent on les remarque. Mettons, Ben Hur porte une montre. Je prends un mauvais exemple, mais un individu porte une montre dans un film alors qu'on est dans l'Antiquité, ça se peut pas. Tout le monde va le voir ou pas, mais ça fait pas trop de dommages parce qu'on sait qu'il n'y en avait pas de montre dans le temps. Par contre, si les rapports hommes-femmes sont comme ceux d'aujourd'hui, alors qu'il y avait des rapports inégalitaires, ou au contraire, ils sont inégalitaires quand ils étaient égalitaires, ben ça, c'est plus grave. Et ça, on ne le verra pas sans aide, en principe. Donc, c'est important de tenir compte de ce que les élèves connaissent, croient savoir, et puis les jeux vidéo en font partie. Alors, c'est important que nous, comme enseignants, on tienne compte de ça. Donc, on n'a pas tellement le choix, je pense, d'en tenir compte, tout comme on ne peut pas ne pas tenir compte des idées qui sont en général dans notre société, même si on ne peut pas toutes les regarder en détail. Donc, il faut travailler avec les jeux vidéo. Ça, c'est une des choses que les profs, des fois, aiment moins parce que, comme j'ai dit tantôt, ben, oui, c'est vrai qu'on rend légitime quelque chose qui amène des fois une forme d'assuétude. Il y a des gens qui sont accros aux jeux vidéo. Mais c'est pas tout le monde. Je pense pas que. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent maintenant jouent aux jeux vidéo puis ils sont pas accros. Donc, c'est la preuve que c'est pas. C'est ni diabolique ni magique, les jeux vidéo. Ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, ça, c'était une partie de ta question qui m'a fait oublier le restant de ta question. Je m'excuse. Mais tu serais peut-être plus associé aux enseignants. Là, on parlait. Comment eux, ils voient ça? Comment ils perçoivent ça? Est-ce qu'ils sont plutôt frileux, plutôt au contraire, ils ont le goût d'essayer puis de se lancer dans un jeu sérieux là, pour l'apprentissage de l'histoire? Qu'est-ce que tu as vu dans tes recherches? Ben, il y a un effet d'échantillonnage. J'en vois plus qui sont intéressés parce qu'ils viennent me voir vu qu'ils veulent en faire, mais je pense que c'est aussi varié. Il y en a quelques-uns qui ne veulent rien savoir, quelques-uns qui sont très, très intéressés entre les deux, d'autres qui attendent de voir. Mais ça dépend aussi des contraintes logistiques qu'ils peuvent avoir. Je pense que les gens sont plus ouverts qu'on ne pourrait le penser. On a l'impression que les profs d'histoire sont très fermés à l'idée, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Seulement, il y a une question de temps dont on dispose en classe pour faire les choses, puis à choisir en deux activités, on va prendre celle qui est la plus rapide pour atteindre les objectifs avec les élèves. Alors, certainement que les jeux vidéo, si c'est plus long, ben, ils vont être moins sollicités, sauf si quelqu'un les aime beaucoup déjà. Donc, il y a quelques profs qui commencent. Je te dirais qu'il y en a une dizaine qui font ça de manière très, très importante et visible dans les médias. Puis il y en a sûrement plein d'autres qu'on ne voit pas qui le font. Entre autres, j'avais un étudiant, Kevin, qui, pendant la COVID, devait amener ses élèves
en voyage en Grèce, en 5e secondaire, il y a des voyages des fois touristiques qui font en histoire. Dans certains cas, c'est un cours optionnel. Et à cause de COVID, il n'a pas pu y aller, mais il a transformé son cours. Il s'est servi du Discovery Tour pour visiter des choses avec eux. Puis il y avait une quête à faire. Donc, on parlait de représentation sociale mal fondée. Il devait faire des recherches, il devait se poser des questions, il devait trouver des artefacts, comparer, regarder ce qu'il y avait dans le Discovery Tour sur les sources elles-mêmes, sur leur interprétation par des historiens. Donc, il devait faire un vrai travail de contextualisation. Puis ça, bon, je pense que ce serait plus fun d'aller en Grèce quand même, là, on ne se le cachera pas, mais c'était quand même une bonne affaire. Ils ont quand même appris des choses importantes qu'ils n'auraient pas pu apprendre s'ils n'avaient pas eu ça. Donc oui, il y en a qui font des choses, puis on ne le sait pas tout le temps, mais il y en a de plus en plus qui s'en servent comme d'un moyen qui permet de développer l'esprit critique, tantôt Maxime l'a dit, de faire des petites enquêtes, de voir des choses, et pas juste regarder le décor. Parce que si c'est juste regarder le décor, ben, c'est intéressant, mais c'est limité. Ouais, c'est le prétexte du jeu vidéo. Il doit être accompagné, en fait, pour être utilisé à sa pleine valeur. Je sais que dans notre cas, ça a été pensé comme ça pour le Discovery Tour, en espérant que ça puisse être accompagné, ça puisse être un outil pour l'enseignant, mais que ce ne soit pas une finalité en soi. Ce n'est pas de jouer le Discovery Tour qui va faire qu'on va passer son bac en histoire. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est que quelqu'un qui s'y intéresse puisse utiliser des outils qui vont amener les étudiants à se poser des questions, à interagir. Puis le format varie beaucoup. Là. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais un enseignant ou une enseignante qui utilise un projecteur devant la classe où il n'y a pas de jouabilité, bien, l'expérience est très, très différente avec le même outil que si ce sont 2 à 4 apprenants qui ont accès au jeu aussi. Ce ne sont pas les mêmes activités qui vont pouvoir être mises de l'avant par l'enseignant. Puis l'interactivité ne sera pas la même, l'engagement ne sera pas le même aussi. Donc je pense que c'est un outil, mais ça dépend vraiment de comment il est utilisé. J'ajouterais même les consignes que l'on donne. C'est un bon exemple, celui des élèves à la commission scolaire, Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, Marie-Victorin plutôt. Ils ont fait des choses comme celle-là en équipe, puis ils ont appris beaucoup, ils ont travaillé. On avait fait un même test, nous, avant, où les élèves avaient simplement comme consigne de regarder ce qui se passait et répondre à des questions à partir du Discovery Tour, comparé à un prof. Mais c'était moins efficace. Ils apprenaient des choses quand même. On peut en apprendre tout seul avec ça, comme avec une encyclopédie. Mais ils n'apprenaient pas autant quand il y avait un prof qui donnait des consignes ou un cours. Puis à la CSMV, c'est encore meilleur ce qu'ils ont fait parce que là, ils servaient davantage du jeu pour ce qu'il permet de faire que pas d'autre chose à peu près permet de faire. Donc, ces enquêtes-là dont parlait tantôt Maxime, ça marche plus fort. Donc, on ne peut pas juste laisser l'apprentissage n'aura pas lieu simplement parce qu'on fait jouer des élèves à, par exemple, un Discovery Tour. Il faut vraiment qu'il y ait un encadrement pédagogique. Puis je pense que Maxime, tu le mentionnais, qu'il y a même eu une réflexion aussi de la part de votre équipe afin de donner des outils à l'enseignant pour qu'on ait plutôt une vision un peu méta là, de qu'est-ce qui est en train de se faire. Donc, c'est quoi nos choix, c'est quelles questions qu'on doit se poser, comment est-ce qu'on est parvenu à tout ça. Puis là, on voit, mais quand on parle, on dirait qu'on est un petit peu dans 2 mondes parallèles. Hein. Il y a le monde de la conception du jeu vidéo avec les historiens qui vont aider à réfléchir et il y a le monde de l'enseignement avec les didacticiens qui vont voir justement le potentiel et l'utilisation du jeu vidéo. Et je me demandais, on est quand même un peu chacun dans son monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a des façons de faire ou des possibilités pour avoir une approche un peu plus collaborative, c'est-à-dire dans laquelle, là, plutôt que d'être un après l'autre, qu'on soit ensemble, autant dans la conception que dans la réflexion pédagogique? Est-ce que vous voyez qu'il y a un avenir dans ça? Je peux répondre en premier, si tu veux, ça donnera des inspirations, Marc-André. Oui, je pense que c'est sûr que l'outil idéal, il a été conçu à la base pour être un outil pour enseigner. Par exemple, le jeu vidéo idéal pour enseigner a été conçu tel quel à la base. C'est sûr que ça le rendrait plus puissant parce qu'il va répondre il va répondre plus clairement aux besoins des enseignants, par exemple, de pouvoir faire de la gestion de classe, de pouvoir contrôler le contenu, de l'adapter aussi selon la durée, la région, le niveau des apprenants. Puis, par exemple, avec le Discovery Tour, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Moi, par exemple, on utilise le jeu Assassin's Creed, on le module en espérant qu'il puisse être utile un peu partout dans le monde, puis encore une fois, avec des contextes géographiques d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, je vais le dire très honnêtement, en France, on va me faire le commentaire que les sites sont sous-développés en termes de texte, en termes de littérature. En Amérique du Nord, on va me faire le commentaire totalement à l'inverse. On va me dire, voyons, il y a beaucoup trop de contenu. Parce que ce sont deux méthodes d'enseignement qui sont totalement opposées ou très différentes. Et puis, pour le créateur, c'est sûr que c'est difficile de naviguer dans tout ça pour avoir une solution internationale.
on essaie de le faire dans notre cas, on essaie d'adapter notre produit, mais c'est sûr qu'un jeu qui serait conçu à la base pour enseigner, ça serait l'idéal. Et ça se fait. Il y en a beaucoup. Là. Je ne vais pas dire que ce qu'on fait avec le Discovery Tour, c'est unique. Là. C'est unique dans sa formule en réappropriant un jeu AAA, un jeu de haut niveau. Mais des jeux éducatifs, il y en existe. Il y en existe depuis très longtemps. Là. Je dirais, le jeu des mathématiques dans lequel on fait une équation puis on réussit à lancer un ballon dans un panier de basketball, ça existe depuis une vingtaine d'années. Avec le succès que ça a eu, c'est-à-dire que très peu de succès, c'est sûr qu'une compagnie qui aurait la chance d'avoir un financement, qui pourrait faire un jeu à la base pour faire un jeu éducatif avec on parle de dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars pour développer un produit, pourrait arriver avec un produit de haute voltige. Mais encore là, l'effort serait immense. Il y aurait probablement ça serait difficile de mesurer le profit, même pour la compagnie, si elle cherche à faire des gains au bout de l'expérience. Et puis peut-être que le produit serait quand même désuet dans 5 ans ou 10 ans. Il n'y a rien qui garantirait qu'il n'y aurait pas une désuétude. Fait que c'est quand même pas. Il n'y a pas un scénario idéal quand on parle de l'enseignement, mais il y a une passion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette passion-là pour développer des produits et essayer de trouver des idées innovantes. Oui, je dirais que ça me fait réfléchir ce que tu viens de dire là, parce que c'est sûr que si c'était quelque chose qui était fait par l'État aussi, ou des États ensemble pour l'éducation, ça serait autre chose, mais on n'est pas dans un monde comme celui-là. Là, Puis ils auraient leur propre visée aussi. Ils auraient leur propre visée, oui, par exemple, sur l'éducation nationale, sur certainement. leur nation. Certainement. L'histoire n'est pas neutre, puis ça, c'est des choses qu'il faut répéter. Là. Ça sert toujours à quelque chose, même quand on ne veut pas, ça sert un peu à quelque chose de pareil. Puis à l'école, ça y échappe pas. Mais c'est ce genre de discussion-là qu'on a qui valent la peine aussi entre les universitaires puis les gens qui travaillent comme créateurs ou comme chercheurs dans des compagnies comme Ubisoft, comme toi, Maxime. Puis on en a, pour répondre à la question de Catherine, on essaie un peu des fois on nous demande notre avis comme universitaire sur certains jeux ou certains Discovery Tours, pour être plus précis. Puis on n'est pas les seuls qui donnent notre avis, plusieurs en donnent de toutes sortes de points de vue. C'est une façon de travailler, mais pour ce qui me concerne, moi, la principale chose que je pense qu'on peut faire comme chercheur, en tout cas, nous, à l'UDM, c'est ça qu'on fait. Là. On demande des fonds de recherche à des organismes subventionnaires de recherche là, nationaux pour avoir un peu d'argent pour embaucher des étudiants, pour avoir des ordinateurs, pour tester des choses. Puis, un des projets qu'on a justement, c'est de partir entre autres, mais surtout des Discovery Tours pour voir ce qu'on peut en faire en classe spécifique de penser aux liens qu'il y a avec les programmes, qu'il y a avec ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main, puis comment on pourrait les améliorer avec des ingénieurs là, pour améliorer. En tout cas, les dévoyer, les réutiliser autrement, ajouter des choses dedans peut-être pour pouvoir s'en servir en classe, mais c'est pas facile parce que c'est bien protégé ces jeux-là. Hein. C'est pas facile d'ajouter des choses. Mais donc, on essaie quand même de faire ça. On commence, là, c'est très, très à la base ce qu'on est en train de faire, donc au tout début. Mais c'est une façon, nous, en tout cas, en testant ça en classe avec des commissions scolaires, avec d'autres qui sont déjà là-dedans, on va peut-être avoir des idées qu'on pourra soumettre à gauche et à droite, puis on verra qui va être intéressé. Mais c'est sûr qu'un partenaire comme Ubisoft, là, puis je dois le dire, Maxime, en fait, comme personne, là, c'est pas tant Ubisoft moi, que je connais que la personne de Maxime, ça va bien travailler avec, puis on peut échanger, puis on est en confiance, on pense pas qu'on est en train de servir le diable, justement. Là. Donc, on peut faire des choses qui vont dans le centre de l'éducation, puis on a une marge de manœuvre aussi pour essayer de le faire avec les élèves. Donc, ça peut aider. Quand on va en classe, on regarde ce que les élèves font, ce que ça peut leur donner, ce qu'ils peuvent apprendre, ce qui ne marche pas. Quand on documente tout ça, après ça, d'autres vont faire de pas ou non avec ça. Là. Si je peux me permettre d'ajouter, j'aurais dû le dire, j'aurais aimé, mais comme on ne peut pas toujours tout modifier au niveau du module de jeu pour l'adapter, c'est justement des partenariats avec les universités, à mon avis, pour pouvoir encourager la publication, qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a la recherche qui peut se faire de façon quantitative, de façon qualitative, parce qu'évidemment, avoir un échantillonnage de 28 élèves dans une classe, ça n'a pas la même valeur que plusieurs milliers d'apprenants. Donc, ça, c'est pas quelque chose que nous, on pourrait faire, entreprendre de notre côté, puis on n'aurait peut-être pas envie non plus de s'engager dans ce processus-là, alors qu'il y a des gens qui sont mieux formés que nous pour le faire et qui dédient leur carrière. Je pense entre autres, dans notre cas aussi, outre les partenariats qui sont en continu depuis plusieurs années avec l'Université de Montréal, on a également débuté il y a 1 an et demi un partenariat avec l'Université McGill et avec du financement de MITAX, donc du gouvernement du Canada, pour publier des guides d'utilisation sur les Discovery Tours. Donc, comment les utiliser dans des contextes qui sont très différents. Puis ça a commencé à être publié gratuitement depuis le mois d'octobre dernier sur le site d'Ubisoft. Et puis, on a commencé par des
des guides d'utilisation sur la Grèce et puis ceux sur l'Égypte ancienne et sur l'ère viking vont s'ajouter au fur et à mesure. Et puis, on va ajouter également des langues. Donc, là, ça a été lancé en version bêta en anglais. Il y aura également de la traduction, de la localisation qui vont être faites dans d'autres langues pour essayer justement d'amener ce message-là, d'amener les connaissances que l'on obtient au travers du temps avec les partenariats pour les rendre disponibles parce que c'est vraiment pas évident, j'en suis conscient, là, que quand on est un enseignant qui n'a jamais utilisé un jeu vidéo ou qui n'est pas nécessairement un joueur, de se dire je vais amener ça dans la classe, là, c'est quand même une grosse marge à passer. Donc, il y a du travail à faire, mais ça prend quand même un certain temps pour que ça soit bien fait. Mais ça vaut la peine. Je pense que oui, puis je pense que quand on vous entend parler, on voit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel, il y a des écueils possibles, mais on sent qu'il y a une réelle volonté de réfléchir à tout ça pour que le jeu puisse avoir sa place en classe puis qu'il soit vraiment porteur de véritables apprentissages. Je vois l'heure qui file. On aurait peut-être 2 ou 3 minutes pour prendre quelques questions de notre auditoire là, avant peut-être un mot de la fin assez rapide. Là. 45 minutes, c'est pas très long. Donc peut-être question. Oui, donc déjà une Donc, une question de M. Vincent ici, là, qui est doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo dans les écoles françaises. J'ai observé des cours avec Assassin's Creed et notamment sur ce travail d'esprit critique. Excusez, c'est un peu long. OK, il semble qu'il y ait une grande contradiction entre la pratique du jeu à la maison, évidemment ludique et frivole, et son introduction en classe qui transforme Assassin's Creed en un document sérieux, ce qu'il n'est pas. Attendez. Donc, ici, je pense... donc, on peut voir que les élèves ici ont tendance à croire que parfois les fausses représentations envoyées par le jeu, vu que cet exercice d'esprit critique atténue les frontières entre la fiction, le jeu et le réel. Il me semble que c'est le cadre scolaire qui rend crédible Assassin's Creed et non pas sa pratique quotidienne à la maison. Est-ce que vous êtes... et donc, dans cette question-là, la question est donc, est-ce que dans les expérimentations en classe au Québec, est-ce que vous retrouvez cet écueil à savoir que les élèves, si j'ai bien compris, en le travaillant à l'école, sentent qu'il y a une atténuation entre la frontière du fictif, du réel par le travail de la pensée critique? Faut dire que la question est posée par un expert du domaine là, qui a beaucoup fait là-dedans. Donc, sa question elle va au cœur du problème. Oui, quand on pose la question aux élèves, le fait que ce soit en classe, au Québec, en tout cas, on a vu ça, les élèves semblent dire, si le prof le met entre nos mains, c'est pas pour rien. Il y a pensé. Ça doit être parce que c'est bon. Donc, il faut faire attention parce que, justement, on veut développer l'esprit critique. On pourrait, si on ne fait pas des efforts spécifiques là-dessus, les amener à prendre tout pour argent comptant alors qu'il y a des choses qui sont fausses, évidemment. Et puis, le Discovery Tour, pour ça, est intéressant parce qu'il montre bien des choix qui ont été faits, qui sont expliqués, mais encore faut-il aller voir cela. Donc, oui, c'est un vrai danger, mais c'est en même temps aussi une opportunité de développer l'esprit critique et de les faire travailler sur ces choses fausses-là. On ne peut pas tout voir, bien sûr. Maxime? Moi, je suis très honnête par rapport à ça aussi. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc on en est conscient. Puis c'est ce qui ressort dans les études avec Marc-André, puis avec les partenariats qu'on a, entre autres, avec la commission scolaire Marie-Victorin. Donc, il y a un enjeu sur l'esprit critique. Donc, d'emblée, on était conscient d'une de ces problématiques-là, même sur le premier Discovery Tour, ce qui a mené à l'inclusion des capsules derrière les coulisses. Dans chacun des 3 épisodes. Puis on essaie de les bonifier, en fait. Donc, dans le dernier Discovery Tour Viking Age, on essaie de les rendre encore plus attractives. Donc, un peu sous l'angle des métiers du jeu vidéo. Puis par cet angle-là, on espère attirer les gens à la compréhension que c'est une forme d'art et qu'il y a de l'interprétation qui est faite. Puis là, on donne des exemples très concrets. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, moi, comme historien, j'essaie d'amener des exemples pour comparer entre la représentation du jeu et l'artefact pour que le lien soit direct. Voici l'artefact, voici la source première et voici le résultat. Puis en effet, sans l'interprétation avec l'enseignant, si l'exercice n'est pas mis de l'avant, c'est certain que ce soit de jeu, le Discovery Tour, que ce soit un autre jeu historique, que ce soit n'importe quel livre ou manuel d'histoire en général, publié par des sociétés ou des États qui ont tous un objectif, mais il y a toujours, c'est là la réelle valeur d'avoir l'enseignant en classe.
c'est de pouvoir avoir ces réflexions-là. Donc, si le but, c'est juste d'apprendre qu'il y a trois pyramides principales sur Gizeh, sur le plateau de Gizeh, bien, le jeu convient à ce besoin-là. Puis la représentation peut être fidèle, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses, mais si le but, c'est de remettre en question le travail qui a été fait par les développeurs de jeux, bien, nécessairement, c'est le rôle de l'enseignant, que ce soit le cas avec le jeu vidéo ou avec d'autres médiums également. Tout à fait. L'enseignant est encore central là, au processus. Justine, est-ce que j'ai le temps de prendre une autre question où je pense Absolument. Vous avez le temps, là. Ça semble avoir été, en tout cas, extrêmement clair. Il y a eu peu d'interventions dans le chat. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui tape ou... Je ne vois rien. Je ne vois pas de main levée non plus. Donc, si on n'a pas d'autres questions ou des mains levées, j'aimerais quand même donner la possibilité là, à Marc-André, à Maxime, de peut-être d'offrir un petit mot de la fin là, en guise de conclusion à cette discussion qui est quand même très riche, mais qui j'ai trouvé fort intéressante. Donc, peut-être, comme Marc-André a débuté, je vais commencer par Maxime et Marc-André pourra nous offrir les mots de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je répète un peu mon offre. C'est le travail, quand même, par exemple, dans le cas des jeux vidéo en histoire, je pense que c'est un outil qui est disponible pour les enseignants, évidemment avec plus ou moins d'investissement à faire de leur côté. C'est vrai que je réalise qu'il y a plusieurs compagnies de jeux vidéo, pour les bonnes ou les moins bonnes raisons, qui vont de plus en plus publier des guides sur l'utilisation du jeu en classe. Je pense à même League of Legends, qui d'apparence peut-être pas le jeu qui a le plus donc, ce n'est pas le jeu auquel on penserait en premier pour les valeurs éducatives. Ils vont travailler avec des didacticiens pour pouvoir publier des guides sur l'utilisation qui vont répondre à des besoins en enseignement, qui sont des questions légitimes de plusieurs enseignants, et puis qui vont aussi dans le cadre de la volonté de plusieurs écoles de faire des équipes de sport, de jeux vidéo dans le e-sport. Donc, évidemment, les jeux vidéo en histoire, ça répond à un besoin souvent d'une thématique précise, histoire géo. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres opportunités qui peuvent être apprises avec les jeux vidéo. Encore une fois, toujours dans le cadre d'un enseignement encadré et puis avec des visées définies d'avance. Donc, est-ce que c'est le travail d'équipe? Est-ce que c'est l'esprit critique? Est-ce que c'est l'apprentissage de langue seconde? C'est souvent un des sujets qui est le plus intéressant avec peu importe le médium, mais entre autres avec les jeux vidéo. Donc, voilà. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer dans les 10 prochaines années, de voir aussi comment les gros joueurs dans les compagnies de jeux vidéo vont peut-être modifier leur contenu ou pas. Je pense à Age of Empires 4, qui est une sortie très récente, et puis qui ont intégré pour la première fois un système de documentaire dans leur jeu. Donc, j'espère que ce genre d'initiative-là va continuer et puis que ça puisse bénéficier quand même les joueurs au final. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je suis la main de Lino. Est-ce que c'est une question? Ou... Oui. Je n'étais pas prêt tantôt. J'avais une question, c'est parce que j'étais en train d'aller chercher le lien vers un livre. Je voulais poser une question en tant que bibliothécaire. C'est que moi, je vois qu'il y a un livre qui va sortir bientôt sur Notre-Dame de Paris qui est fait par Ubisoft. Donc, j'imagine ça doit venir d'Assassin's Creed, ça. Je voulais savoir un petit peu, Maxime, qu'est-ce que c'était, puis c'était quoi l'objectif de ça? Est-ce que tu es au courant de ce livre-là? Il y a beaucoup de produits, oui, avec Michel Lafon. Oui, tout à fait. Je ne sais pas à quel point je suis autorisé d'en parler ou pas, mais de ce que j'ai vu, c'est un super beau livre, mais c'est vraiment un livre sur l'histoire du monument, en fait. Donc, c'est vraiment en fait, c'est une magnifique œuvre. Comme j'enseigne la préface, j'imagine que ce serait logique que je puisse en parler de façon intéressante. Ce sont les sources, c'est vraiment l'histoire du bâtiment, puis c'est pas un livre qui est axé sur le bâtiment dans le jeu Assassin's Creed Unity, c'est vraiment un livre qui est axé sur les sources historiques et puis l'histoire du monument central qui est Notre-Dame de Paris, pour lequel nous, on se retrouve un peu au centre de l'actualité pour les événements malheureux que l'on connaît tous de 2019. Donc voilà, c'est un très, très bel ouvrage, honnêtement. Mais de quoi qu'on parle quand ils disent « grâce aux dispositifs développés spécialement pour smartphone »,
C'est parce que avec le musée de la crypte de Notre-Dame, Ubisoft a développé des expériences en réalité virtuelle et avec une application. Donc, pour que les gens puissent visiter le monument de façon plus immersive, en attendant de pouvoir y retourner un jour en présentiel. Je crois qu'il y a une vidéo 360 qui est accessible gratuitement par exemple, sur YouTube pour pouvoir visiter le monument. Mais il y a aussi donc, des expériences muséales qui ont été créées spécifiquement pour pouvoir revivre le lieu en attendant qu'on puisse s'y rendre. OK. Donc, ça nous ramène un petit peu à la question que Catherine posait. Il y a des moyens de downgrader un petit peu toute cette expérience-là pour la rendre accessible à tout le monde, en fait. Oui, dans ce cas-ci, sans trop rentrer dans le détail technique, ce n'est pas le même moteur de jeu que la série Discovery Tour ou Assassin's Creed. Donc, c'est un bâtiment en soi, mais lorsqu'on voit l'expérience, on voit qu'elle est dénuée, par exemple, d'interactivité, comme on la reconnaîtrait, par exemple, dans le reste des activités dans la série Discovery Tour. Super, ça fait qu'on va acheter ça, c'est promis, ça va se retrouver sur nos tablettes. Merci. Je souhaite que ce soit bien utile. Merci. J'ai rien réservé. Donc, après juste cette brève interlude de Marc-André, je vais t'offrir aussi la possibilité. Là, il y a plein de choses qui sortent, qui continuent à sortir, là, qui nous ramènent toujours à ça. Donc, peut-être juste quelques mots pour finir cette belle discussion. Oui, ben, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sinon que pour ce qui me concerne, toute la recherche qui se passe dans les écoles est intéressante et je pense que ceux qui sont dans les écoles devraient vouloir aussi s'intéresser à ça. S'il y a des profs donc qui sont ici, qui sont au Québec là, et qui veulent aller et qui veulent que j'aille dans les écoles ou que j'amène ma flotte d'ordinateurs pour qu'on fasse du travail, on pourrait le faire. Écrivez-moi, mais c'est toujours l'idée, celle que j'ai dit tantôt que je veux répéter, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est en enseignement ici, mais la question pour les jeux vidéo, c'est d'abord de se demander, puis Maxime l'a répété tantôt, ben, à quoi ça sert, pourquoi on veut s'en servir. Une fois qu'on a trouvé une bonne raison, ben, on peut s'en servir, mais sinon, si c'est vraiment juste parce que c'est agréable et c'est beau, ben, il y a des limites. Là. Il faut penser à quoi ça va aider et voir les inconvénients aussi. Mais il y a plein de bonnes raisons pour s'en servir. Donc, pas besoin de chercher midi à 14 heures, mais il faut que ce soit vrai. Si c'est faux, on veut juste être déçu, puis ça va être comme n'importe quoi d'autre. Ça va mener à pas grand-chose, ça va être du temps perdu. Mais si on s'en sert bien, ça peut être un apprentissage très formateur. Merci. Puis effectivement, je pense que l'avenir s'annonce plutôt rayonnant parce que, ben, d'ailleurs, on a eu un commentaire de Mme Mélanie Tremblay qui dit qu'elle est en train d'adapter et de créer des parcours guidés pour accompagner les jeunes là, dans les Discovery Tours, donc avec des questionnaires, des défis, des quêtes. Là. Donc, je serais bien curieuse de voir comment ça va prendre forme, tout ça. Là. Puis je pense qu'on a ici un potentiel, on l'a bien vu, là, le jeu vidéo, il a passé sous le radar quand même pendant assez longtemps dans le monde de l'éducation, puis de plus en plus, il prend de la place, il prend de l'importance. Je pense qu'on voit bien aujourd'hui que oui, il y a des écueils, mais oui, il y a des possibilités. Et là, dans le moment, on a les... Qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on a les gens qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble justement pour amener le jeu vidéo en classe de façon sérieuse, mais aussi critique, mais qui a une réelle valeur au point de vue éducatif, mais qui vient chercher un peu, puis qu'est-ce qu'on a passé, on n'a pas tant tout touché, tout l'aspect de la motivation chez l'élève, donc le plaisir d'apprendre, peut-être à travers le plaisir de jouer, mais qui est quand même là et qui nous permet, ben, selon moi, et le plus important, c'est d'amener les élèves à apprécier l'histoire, puis à mieux la connaître et mieux comprendre là, son potentiel, puis à quoi elle sert dans leur vie de tous les jours. Donc, je veux juste remercier tout le monde d'avoir participer à cette rencontre. Un gros merci à Marc-André et à Maxime qui ont bien voulu se prêter au jeu et répondre à mes nombreuses questions. Merci à Lino aussi qui m'a aidé à concevoir ces belles questions et réfléchir un peu où on voulait amener cette conversation. Et merci à Justine d'avoir tout organisé et sans elle, là, ça a été vraiment difficile de mettre ce Midi Gaming en œuvre. Donc, encore un grand merci, Justine, pour tout. Puis merci aux personnes qui sont venues nous écouter. J'espère que vous avez trouvé le sujet et les conversations intéressantes. Donc, merci à tout le monde. Je me permets de prendre la balle au bon. Merci, Mme Duquette. Merci à tous les participants. J'ai su dans les coulisses que l'association étudiante a assisté à notre présentation qui a été projetée dans la salle du conseil du Majucac. Donc, ils ont participé aussi. Semble-t-il qu'ils ont trouvé le tout très intéressant. Fait qu'un grand merci aux invités, bien entendu, puis aux participants. Merci à vous.
Justine,